Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Avant de commencer, une fois n'est pas coutume, je vous propose de commenter, liker, partager cette édition. C'est très important pour le référencement du journal. C'est bon, c'est fait. Je compte sur vous, la petite cloche en bas, le petit pouce. Allez, c'est parti. Un journal, on est reparti donc sur les journaux traditionnels. Marion sera avec ses invités en deuxième partie du JT, donc juste après les brèves. Vous la retrouverez en direct depuis Antirouille. Aujourd'hui, ce jeudi, c'était toute la journée cet après-midi, c'était consacré avec les étudiants. C'est une journée de découverte et de cohésion pour les étudiants mondois. Donc vous retrouverez Marion avec ses invités en deuxième partie du journal. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver les titres. Émotion à Florac où 8 centenaires totalisent 815 ans. C'est pas mal, vous me direz. À cette occasion, une journée festive leur était consacrée. Changement de direction à Strahler, une entreprise adaptée créée en 1985 et qui est spécialisée dans l'intégration professionnelle de personnes en situation de handicap ou en difficulté. Enfin, à l'heure de la rentrée des classes, nous prendrons la direction de Chirac où a été inaugurée une école. Elle fonctionnera en synergie avec le complexe de multi-activités. Et nous le disions dans les titres, 815 ans, c'est un âge vraiment remarquable. C'est le chiffre que totalise 8 centenaires. Ils sont résidents à Florac et le personnel du centre hospitalier leur a concocté, pour ces résidents hors normes, leur a concocté donc un anniversaire empreint d'émotion, partagé entre familles, amis et officiels qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Reportage. Quand est-ce que vous êtes né? Le 17 avril 1918. Magnifique. C'est pas ça? Si. Ah. Imaginez retourner en l'an de grâce 1209 après Jésus-Christ. Eh bien oui, il faudrait faire un retour dans le passé de 815 ans. Et c'est précisément l'âge cumulé de nos 8 résidents du centre hospitalier floracois. Les personnes que nous honorons ont vécu une époque remarquable, en ce sens que les évolutions sociales, sociétales, technologiques de l'époque qu'elles ont vécue, lorsqu'on regarde avec recul, c'est effarant. Ils sont passés de l'époque où on circulait à peine en vélo, où on n'avait pas de poste de radio, où on n'avait ni télé, bien entendu, ni téléphone, voilà, à cette époque d'aujourd'hui où on va dans l'espace et où c'est l'ère de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc, pour celles et ceux qui prennent conscience encore de ces choses-là aujourd'hui, j'imagine que c'est fabuleux au regard de ce qui a été leur début. Je suis née à Montignac, c'est commune de la Malène. D'accord. Et toute ma vie, j'étais institutrice et au début, je faisais des suppléances, tantôt par ici, tantôt par là. À chiffres impressionnants, organisation conséquente. Pour fêter un tel événement le 1er septembre, les bénévoles de l'association Arc-en-Ciel et le personnel de l'établissement avaient organisé une fête digne de nos centenaires. Familles, proches, élus auront fait le déplacement pour un moment chargé en émotions. Attachez vos ceintures pour un retour vers le futur, version lozérienne. Rendez-vous compte, Denise, René et Marcel ont chacune 100 ans. Gabriel a 101 ans, Eliette 102, suivi par Yvonne, qui annonce fièrement 103 ans, tout comme Eugène, le seul garçon de la classe. Il affiche 103 ans également. Léonie Rive, qui a passé toute sa vie sur le Cosméjean, nous contemple du haut de ses 106 ans, à seulement 8 ans de la doyenne des Français. Malgré les difficultés et la rudesse du Cos, elle s'est épanouie durant 33 ans avec son métier d'institutrice dans la petite école de Drigas. Je souhaite bon appétit à tous ceux qui sont là, bien souriants, autour de la table. Alors, bon appétit à tous, et tout à l'heure, chacun chantera sa chanson. À l'heure de la rentrée des classes 2024, Léonie se remémore ce bon temps. L'école, depuis la morale du matin, et le calcul, et les dictées, et les questions, à l'école primaire, on apprend un peu de tout. Elle aura voué sa vie aux autres tout en s'occupant de sa famille et de ses 4 enfants, sans oublier la danse qu'elle pratiquait avec ferveur. Aujourd'hui, avec sa joie de vivre si communicative, pour rien au monde, elle ne manquerait une partie de Scrabble. Une journée hors du temps, rythmée par de tendres attentions témoignées par la centaine d'invités présents. Je crois qu'il faut vraiment venir de temps en temps pour voir au quotidien
comment le personnel est impliqué, mais pas simplement professionnellement. Ça va au-delà du professionnalisme. C'est pas que ça soit magique, c'est que c'est quelque chose qui est la réalité. Les employés, les personnels de la fonction publique hospitalière en général, et plus particulièrement à l'hôpital de Florac, sont particulièrement investis. On en a le témoignage aujourd'hui, certains sont revenus en avance sur leurs horaires, vont faire des heures supplémentaires, d'autres sont venus en dehors de leurs heures, sur leur temps de repos. C'est tout l'honneur et toute la gloire de la fonction publique hospitalière. Parce que les centenaires qui sont là, évidemment, on l'a vu, sont vraiment très bien. Le personnel est dévoué et le personnel vraiment est corps et âme pour aider les centenaires, tous les jours les accompagner. Et ça s'est ressenti, on sent vraiment une parfaite harmonie entre le personnel et les centenaires. Et c'est vraiment très très plaisant de voir ça et très émouvant surtout aussi. Alors, quand vous étiez sur le Causse et que vous descendiez, des fois vous descendiez dans la vallée, c'est ça? À pied. On marchait toujours à pied. Ah oui. Du Causse à Meruez, du Causse on allait à Florac, pour venir ici également. On venait à pied. J'en ai fait des kilomètres à pied. Outre les discours et les nombreux cadeaux offerts, l'un aura marqué les esprits. Une chanson toute spécialement écrite à leur attention et interprétée par l'intégralité du personnel, des officiels et des invités, le tout sur l'air de la chanson sur la place des grands hommes. Ouais, on aime nos résidents, ils nous le rendent bien. Et puis le personnel, voilà, il est top quoi. Top parce qu'une journée comme ça prend du temps à organiser. C'est beaucoup de préparation à l'avance pour une journée qui passe hyper vite. Mais voilà quoi, mes collègues, chapeau. C'est vrai, vous avez dit, ils aiment les personnes pour lesquelles ils donnent d'eux-mêmes, et ça c'est extraordinaire. Et bien sûr, il faut particulièrement saluer Françoise, qui est quelqu'un, elle était faite pour ça. Moi j'ai connu Françoise, elle était dans les services, elle était soignante, et le jour où elle a changé d'affectation, où elle a pris cette mission d'animation, mais je me suis dit, mais elle est née pour cela. Elle est extraordinaire et je crois que tout le monde ici le reconnaît et nos centenaires en premier. On se pose tous une question, dites voir François. Depuis quand pensez-vous aux autres? Que je pense aux autres, je crois que c'est ma vie ça. Mais c'est vraiment notre petit rayon de soleil qui offre aux résidents des petites parenthèses. Elle leur lit, il y a des séances de lecture, il y a des lotos, il y a des sorties au Brame du Cerf. Enfin, vraiment, elle se plie en quatre pour faire plaisir aux résidents. Et aujourd'hui, c'est vraiment un exemple. C'était vraiment son objectif, c'est faire plaisir. Moi, j'aime beaucoup les gens et j'aime beaucoup, ce que je peux leur apporter, je le fais. Il faut absolument que l'on prenne conscience de la nécessité et des besoins impérieux de ces établissements pour que nos aînés soient accueillis, hébergés et qu'on s'occupe d'eux comme le leur doit. Voilà. Alors là, je dirais que les personnes qui s'en occupent, que ce soit les personnes de direction, les personnels soignants, les personnels de service, les personnels administratifs de ces établissements sont remarquables d'engagement. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et là, c'est à la collectivité publique de se saisir de ces questions et de les prendre à bras-le-corps. Et il y a aujourd'hui urgence à cela. La fête s'est conclue par la découpe de 3 superbes gâteaux portant fièrement le chiffre du jour, un 8, un 1 et un 5. Un très bel anniversaire et beaucoup de tendresse pour nos aînés
de la part de la rédaction du JT Lozère. Je sais pas, mais je reconnais que quand même pour la Lozère, et notamment Florac, 8 centenaires, c'est énorme quoi. C'est énorme. Et on aurait pu en avoir 10, on passait les 1000. Hein. Et il y a quelques semaines, on a perdu deux de nos résidentes là. Et je pense fortement à elle parce que pareil, la famille était très impliquée, aurait aimé être là. Et voilà, et c'est bien dommage qu'elles soient parties. Mais ouais, Philippa et Rosine, je vous embrasse là-haut. Jeudi 5 septembre, Astralor, installé sur le cause d'Auge à Mende, a acté la passation de pouvoir entre son ancien directeur qui part à la retraite, Christophe Trébuchon, et Vincent Gatin, son successeur, et ce lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. Ce fut également une soirée qui a permis de présenter les réalisations de l'entreprise adaptée créée en 1985, mais également de présenter ses projets futurs. Un reportage de Marion Guibaudot. Des années plutôt positives, parce que y a du chemin qui a été fait, mais ça a été des années riches, notamment en relations. Et puis pour moi, c'était une grande découverte du monde du handicap. Et donc quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Une feuille verte sur un rond coloré de jaune. Le logo d'Astralor, entreprise bien connue des Lozériens, entre dans une nouvelle ère. Jeudi 5 septembre a eu lieu le passage de relais entre le directeur Christophe Trébuchon qui part à la retraite et qui sera remplacé par Vincent Gatin au même poste. Une cérémonie en forme d'hommage à Christophe Trébuchon qui aura façonné Astralor depuis son entrée en fonction au début des années 1990. On a 42 employés sur Astralor, mais ce qui représente à peu près 30-32 équivalents temps plein, ce qu'on va dire. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont à mi-temps. Les salariés, ils ont des contrats de droit commun, donc ils sont sur des CDI et donc c'est pas des pensionnaires, c'est vraiment des salariés qui vont être autonomes à la fois dans leurs tâches et puis après dans leur vie en dehors de l'entreprise. L'entreprise lancée en 1985 pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou en difficulté a déjà connu plusieurs vies. D'un élevage de lapins angora à ses débuts pour commerce de leurs poils, l'entreprise s'est ensuite lancée dans l'élevage de lapins blancs pour la viande. Une filière qui sera rapidement abandonnée pour se consacrer aux services. Des services proposés aux professionnels et particuliers qui ont été peu à peu étendus. Nettoyage de locaux, entretien d'espaces verts, collecte et traitement des dazeries, déchets à risque infectieux, et de la sous-traitance notamment pour les mises sous pli d'envoi non adressés ou publipostage. Ce dernier service devrait s'arrêter d'ici à la fin de l'année en lien avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire votée en 2020. Publipostage qui se faisait sur site, sur le cause d'Auge, depuis le contrat passé avec la Poste en 2008 et qui employait 11 personnes. Les meilleures années, jusqu'à 15 millions de publicités ont été assemblées sur la chaîne créée de toutes pièces pour ce contrat. Déjà, il faut qu'on arrive à faire perdurer l'existant parce que Christophe il a fait du bon boulot. Donc l'idée, c'est déjà de maintenir l'activité parce que maintenir une activité d'une structure 42 salariés, c'est quand même costaud. Et après, ce qu'on aimerait bien, c'est essayer de continuer à évoluer. C'est-à-dire qu'au départ, Astralor faisait de l'élevage de lapins, ça a bougé. Et puis demain, on fera aussi d'autres éléments. Et moi, je pense qu'autour de la production numérique, notamment l'usinage 3D, il y a des choses à faire. Donc on est en train de travailler sur des projets à moyen terme d'usinage. Sur le site d'Astralor est né l'Atisoire en 2023, un atelier collectif qui offre aux créateurs, artisans et entrepreneurs des outils professionnels pour designer, produire et promouvoir leurs produits. C'est un lieu où les entreprises peuvent se rencontrer, collaborer et partager des idées, des compétences et des équipements pour innover et valoriser notamment la filière bois lozérienne en circuit court. Ce pourrait être aussi une solution parmi d'autres pour créer de nouveaux postes au sein de l'entreprise pour remplacer ceux perdus. Je souhaite à l'Atisoire de la réussite parce que à Astralor, à l'Atisoire aussi, parce que pour moi les deux sont liés. Pour moi la présence de l'Atisoire au sein d'Astralor, c'est vraiment le monde ordinaire qui vient se mêler par inclusion dans le monde des personnes en situation de handicap. Et c'est la meilleure des inclusions que l'on peut espérer. Pas de grands bouleversements prévus donc dans les processus de travail déjà mis en place, mais plutôt un renforcement des bonnes pratiques et une amélioration de l'existant. Vincent Gatin compte bien s'appuyer sur des outils modernes tels que l'intelligence artificielle pour atteindre ses objectifs. Tout en faisant honneur à l'héritage de Christophe Trébuchon qui lui laisse un beau bébé à diriger selon ses mots. Je ne sais pas si c'est pertinent tout de suite de chercher à aller vers la croissance pour la croissance. Là, l'important, c'est, déjà en tout cas sur les 2-3 prochaines années, c'est d'arriver à stabiliser la structure, essayer de préparer la suite de la PNA et après on verra. Mais voilà, ça ne sert à rien d'essayer absolument de croître pour croître.
Direction Bourg-sur-Colagne, à Chirac précisément, où un lieu de vie a été inauguré, un lieu de vie qui va compter pour les habitants, mais également pour les habitants des environs. En effet, les rubans étaient coupés sur le complexe de multi-activités ainsi qu'à l'école publique Marceau-Crespin. Reportage. Mais ce n'est pas l'école autobus qu'on a l'habitude d'avoir, un tableau et tout le monde derrière. Non, on travaille par petits groupes dans la classe. On a fait une rue de l'apprentissage dans l'école où tout le monde peut se partager le matin, travailler en petits groupes. On a créé des petites cabanes à l'intérieur pour que les enfants aient envie d'aller lire, parce que c'est important. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle en est là pourquoi ? Parce qu'elle lit beaucoup. Elle lit des quantités de documents. Donc c'est pour ça qu'elle a cette capacité-là. Donc la lecture, c'est ce qui rend les jeunes intelligents. Avoir une école rénovée, ce thème-là est vraiment très important pour les élèves et pour les professeurs aussi. Ça participe pleinement à l'éducation et à l'acquisition des compétences qui sont transversales. Et voilà, en rénovant une école avec un bel investissement de la commune, ça participe à avoir des citoyens qui, dans le futur, seront déjà sensibilisés. Alors que la sonnerie de la rentrée des classes a retenti déjà depuis près d'une semaine, le 30 août avait lieu à Chirac l'inauguration de 2 espaces en un, le complexe multi-activités ainsi qu'une école publique de nouvelle génération. Un événement important où, tels les écoliers, pas un officiel lozérien, dont David Raymond, le nouveau directeur académique de la Lozère, ne manquait à l'appel. Dès cette rentrée, les enseignants, les élèves des 3 classes bénéficient d'une infrastructure adaptée, innovante et tournée vers les enjeux énergétiques et économiques, dont la commune a su anticiper les défis majeurs, tout en répondant aux enjeux environnementaux. Et c'est un pari gagnant puisque l'école voit ses effectifs augmenter d'une dizaine d'élèves supplémentaires pour atteindre 47 enfants inscrits au jour de la rentrée. C'est une performance d'avoir une augmentation en fait, du nombre d'élèves inscrits parce que globalement, la population française vieillit. Donc il y a moins d'élèves scolarisés de manière globale sur le département de la Lozère. Et donc ici, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique au niveau de la commune et du bassin de vie. Et c'est dans ce contexte et non sans une certaine fierté que Monsieur le maire a retracé puis argumenté sur les qualités certaines de cette réalisation portée par l'atelier d'architecture LCDO. On s'est mis autour de la table, ça a duré un bon mois avant qu'on décide que mutualiser les espaces, les parkings avec la salle des fêtes, c'était la solution. Comme ça, la salle des fêtes sert de gymnase pour l'école quand c'est nécessaire. Et on s'est lancé dans cette idée, on l'a analysée. On est allé chercher les financeurs entre l'État, la région, le département pour nous accompagner. Ici, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un projet qui est super intelligent et qui a été conçu dans la globalité, puisque en fait, l'école pourra utiliser la salle des fêtes comme gymnase, il y a la cantine, on fait de l'intergénérationnel. Donc ils ont vraiment pensé ce projet. Il est parfaitement bien intégré. Voilà, il y a un architecte, Jean-Marc Priam, et toute son équipe qui ont fait un excellent boulot. On a travaillé beaucoup avec l'éducation nationale, monsieur le Dazen, Falco à l'époque, madame Lefebvre qui était l'inspectrice et l'équipe enseignante pour faire l'école de demain, dite l'école d'avenir. Pour la directrice, cette école publique est un lieu d'apprentissage hors norme. Dès leur arrivée dans l'établissement, les élèves pénètrent dans un lieu particulier, le boulevard des apprentissages. Le matin, c'est un lieu d'accueil pour les élèves. Ça permet aux élèves de faire une transition en douceur entre la maison et l'école. Donc, comme vous voyez, il y a des petites cabanes, il y a des canapés, ils arrivent, ils sortent un petit peu du cocon familial, ils retrouvent les copains où ils s'isolent s'ils ont besoin. Et ça leur permet de faire une entrée en douceur dans la journée. Et ce lieu sert aussi à d'autres moments, puisque, comme on l'appelle, le boulevard des apprentissages, pendant la journée, vous voyez, on a des vitres, donc ça nous permet d'avoir vue sur tout ce qui se passe ici. Et ça permet du travail en atelier, du travail de groupe, en permettant aux élèves un petit peu de s'éloigner du grand groupe de la classe. La réalisation du complexe de multi-activités jouxtant l'école publique Marceau-Crespin va permettre, vous l'avez compris, de meilleures conditions d'apprentissage. Il est également agrémenté d'un espace dédié aux associations et d'une mutualisation des espaces et des moyens. Souvent des idées un peu des fois qui nous paraissent inatteignables, tu l'as dit, mais finalement tu arrives toujours à concrétiser ce sur quoi tu t'engages. En tout cas là c'est un très bel engagement et en faveur de la population mais en faveur de la jeunesse aussi. Et c'est dès la fin de l'année scolaire avec enthousiasme que des bénévoles s'étaient organisés pour déménager l'ancienne école et ceux de la plus belle des manières. C'est l'idée d'un groupe de collègues
qui s'appellent les AI. Donc ils se sont regroupés et ils nous ont proposé de dire, ben voilà, si on déménageait en faisant un déménagement zéro carbone. Je ne vous cache pas que zéro carbone, j'ai douté. Et on a tout déménagé en vélo, sauf quelques particularités. Mais 70% du déménagement a été fait en vélo avec ces gens, les parents, les enseignants, les agents municipaux aussi qui ont mis la main à la pâte. Et croyez-moi, c'est surprenant. C'est vrai que la distance, c'était 800 mètres d'écart entre les deux bâtiments, était favorable pour ça. Mais surprenant parce que ça allait plus vite pour décharger et recharger que si on avait eu un camion. Les grands financeurs dont l'État ont contribué à la concrétisation du projet qui au final aura coûté 2,5 millions d'euros. Il répond aux exigences les plus strictes environnementales et énergétiques de la transition écologique tout en intégrant des produits biosourcés. Le chauffage quant à lui est économique par la géothermie. Enfin, les bois proviennent du massif central. Ce qui nous permet de partager le fait d'avoir tout regroupé, d'avoir un seul investissement en géothermie, c'est quand même 300 000 euros, qui est partagé pour plusieurs bâtiments. Je pense que le département accompagne bien, comme le service de l'État, comme la région quand il y a des besoins qui se font sentir aussi. Et on voit bien que les deux villages, les deux ex-communes de Chirac et du Monastier ont évolué quand même positivement ces dernières années. Sophie Pantel a tenu à rappeler que dès l'origine, le département s'est engagé à soutenir et accompagner financièrement l'opération avec la dotation d'une enveloppe de plus de 500 000 euros. En fait, à chaque fois qu'on inaugure une école, on se dit pareil parce que chacun a un peu sa petite marque, sa petite spécificité. Et voilà, c'est vrai qu'on a eu le Saint-Michel-de-Dèze après l'incendie, il y a eu l'école de Barjac, l'école de Chabris, on en a inauguré Prévenchères, Balsiège, des écoles, ce ne sont pas les premières qu'on accompagne au niveau du conseil départemental. Pour nous, vraiment, la jeunesse a toujours été une priorité. Alors, les priorités pour l'école, pour l'année prochaine, ça sera évidemment la bienveillance, une école où les élèves peuvent s'émanciper. Nous, on est un petit peu dans les pédagogies nouvelles, donc dans les idées de classes flexibles et tout ça. Donc, on commence gentiment à permettre aux enfants d'aller travailler d'une autre manière. Mais il est clair que ça se fait progressivement puisqu'on n'a pas beaucoup de recul derrière nous pour mettre tout ça en place. Mais on y travaille activement avec toute mon équipe. On sort un petit peu du modèle de l'enseignant tout seul dans sa classe avec ses élèves, ses problèmes, ses difficultés. Là, on partage beaucoup. Les élèves travaillent autant avec un collègue qu'avec un autre. Et il y a vraiment une famille dans cette école. Les enfants ont repéré tout le monde, peuvent s'adresser à tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir de travailler ici. Oui. Autre pilier du bien vivre ensemble, le club du troisième âge qui est au centre des préoccupations de l'équipe municipale. Permettre aux enfants d'avoir un cadre de vie exceptionnel pour l'apprentissage, c'est l'école du futur. L'ancienne école sera reconvertie en 6 appartements destinés à la location au cœur de Chirac. Toujours des outils scripteurs ? Et toujours des outils scripteurs, bien entendu. Décidément, Chirac et Bourg-sur-Colagne sont tournés vers le futur. Je vous l'avais promis, juste après les brèves qu'on va découvrir dans un instant, vous retrouverez Marion avec ses invités qui vont nous parler de la vie des étudiants ici en Lozère et des différentes propositions. Sans plus tarder, donc, je vous invite à retrouver les brèves de ce journal. C'est sous un temps mitigé qu'a eu lieu la 7e édition de la fête de l'Aubrac à Nasbinal, samedi 7 septembre. Cette journée est aussi un lieu de concours incontournable pour les éleveurs aubrac et charolais. Associé depuis quelques années, le concours Sud Massif Central Charolais se déroule donc en même temps que le concours aubrac. 113 aubrac ont été exposés sur le foirail de Nasbinal contre 70 lors de la première édition. Une vente de 18 bêtes grasses a aussi eu lieu avec un prix moyen satisfaisant de 10 € kilo carcasse. Les Charolais ont pour leur part accueilli 65 animaux issus de 13 élevages de la région, une bonne édition pour les organisateurs. Week-end d'enduro sur le Cause Sauveterre avec près de 300 pilotes engagés. Le comité motocycliste départemental de la Lozère l'avait annoncé. C'est sur les terres du village nommé Les Fonces que les jobards du motoclub de Chanac ont organisé un week-end sous le signe de l'enduro. Une édition en 2 rendez-vous, l'un le Sabatier Enduro Kid avec 127 participants, le samedi 7 septembre. Il était réservé aux jeunes pilotes âgés de 6 à 17 ans.
pour une compétition qui comptait pour le championnat de Lozère et d'Occitanie. Le lendemain, le dimanche 8 septembre, l'Enduro Sprint TT était placé sous l'égide du championnat d'Occitanie Enduro 2024. Et tout avait débuté avec les bénévoles quelques jours plus tôt par une journée de piquetage, des spéciales pour un week-end de compétition qui aura joué à cache-cache avec une météo peu clémente. Surtout le dimanche où se sont déroulées 2 spéciales pour les 191 pilotes inscrits et 2 liaisons courses comptant également pour le championnat de Lozère et d'Occitanie. Ce sont les pilotes lozériens Luc Malige et Loïc Dujeau du motoclub lozérien qui se sont classés respectivement 1er et 2e de cette compétition acharnée. Caliviande, c'est le concours départemental des élevages viandes du département qui revient tous les 2 ans à la Grande Halle de Mont-Aubrac. À l'honneur en 2024, les Charolais et les Limousins accompagnés d'un concours ovin en race BMC. Cette 8e édition a regroupé 31 élevages, 130 bovins et 120 ovins. Un événement particulier puisque la présence de nombreux jeunes éleveurs récemment installés est à signaler. Au programme de ces 2 jours de compétition amicale pour les éleveurs lozériens, des jugements de section, des remises de prix, des championnats et prix spéciaux et, moment particulièrement attendu, le défilé des enfants. La filière Elovel a pour sa part animé les 2 journées autour du ring. Une compétition qui n'empêche pas les éleveurs de s'inquiéter de la situation sanitaire et ses possibles retombées, notamment économiques, sur les exploitations. Des problématiques pour lesquelles ils ont pu échanger avec la députée Sophie Pantel et le préfet Philippe Castanet durant les 2 jours d'événement. Et bonsoir, ce jeudi 12 septembre, nous nous retrouvons à l'Antirouille à Mende pour cette partie magazine. Le mois de septembre rime avec rentrée des étudiants. Nous allons plus particulièrement évoquer la rentrée des étudiants post-bac qui se retrouve à peu près à 1000 étudiants à Mende pour vivre et étudier dans la ville-préfecture. Pour évoquer cette nouvelle rentrée, ce jeudi, j'accueille Myriam Cruège. Bonjour. Bonsoir. Donc vous êtes tutrice et coordinatrice du campus connecté à Mende, à la halle, je ne sais plus la quoi. À l'espace Jean Jaurès. Merci, l'espace Jean Jaurès. Thomas Villeneuve, qui est président des étudiants mandois depuis 2021. Bonsoir. Bonsoir. Et Milly. Bonsoir Milly. Bonsoir. Merci. Et qui est étudiante à Mende depuis cette année, si j'ai bien compris. C'est ça. Bon, merci à tous les 3 d'être avec nous. Myriam, je commence avec vous. C'est la 3e édition de la journée des étudiants mandois. C'est quoi cette journée, en quelques mots ? Alors c'est une journée qui est organisée par la ville de Mende, qui a pour but d'accueillir tous les étudiants de la ville, des BTS qui se trouvent dans les 3 lycées sur la ville, sur les 2 antennes universitaires, l'université de Montpellier avec la faculté d'éducation, l'université récemment depuis le 1er septembre de Nîmes avec le campus de Nîmes. Et puis aussi on a l'école d'infirmières avec l'IFSI et aussi le Purple Campus, le campus connecté, voilà, tous ces établissements. Et il y a aussi une antenne de la faculté de médecine récemment ouverte depuis donc cette rentrée. Voilà, tous ces étudiants, la ville de Mende a à cœur de les accueillir correctement pour attaquer cette nouvelle année. Et donc vous êtes satisfait de cette 3e édition ? Ça s'est bien passé sur la journée ? Vous avez vu du monde passer ? Oui, le monde était là, les étudiants étaient au rendez-vous. Nous craignons une météo un peu instable qui a bien tenu. Nous espérons qu'elle va tenir jusqu'à 23h puisque sur le square Émile Joly, nous avons encore de l'animation avec un DJ, une buvette organisée par le MGC Handball. Voilà, donc on les attend encore pour terminer cette journée qui s'est très très bien déroulée. Et quel type d'animation on a pu trouver sur la journée ? Alors ils ont été dans divers ateliers qui ont été organisés par des associations, des organismes, au musée du Gévaudan. Il y en a eu organisés par le théâtre Régisteur et la compagnie du Lézard. Le cinéma Trianon les a reçus aussi pour leur présenter Mende sur le grand écran. Nous avons eu la visite de la cathédrale avec la possibilité de monter jusqu'au sommet, l'ouverture de l'ancienne pharmacie. Il y a eu quelques, on va dire, jeux plus ludiques avec de l'agilité et de la précision, avec des petits concours de boules et de pétanque. Je crois, enfin, plein d'autres activités qui ont fait que. Et puis pour terminer, la halle aux infos avec tous nos partenaires qui ont animé avec la prévention routière, les sapeurs-pompiers, le GREMP qui est venu faire une démonstration,
Addiction France, etc. J'en passe, je crains d'en oublier. Mais les partenaires étaient nombreux pour essayer d'informer tous ces jeunes des possibilités ici à Mende et de faire en sorte de les accompagner sur leur cursus universitaire. Donc c'est pour leur prouver qu'à Mende, il y a des choses à faire, à tous ces étudiants qui viennent d'ailleurs. Voilà, à Mende, il y a des choses à faire. D'ailleurs, nous avions le président de l'université de Nîmes qui est monté aussi pour inaugurer donc le nouveau campus. Et j'avoue qu'il a été quand même assez impressionné de l'organisation qu'il y a eu sur cette journée. Et il a trouvé le concept sympathique et il s'est dit qu'à Nîmes, ils n'en avaient pas autant. Donc les étudiants mandois ont de la chance d'être ici sur cette commune. Bon, parfait. Merci beaucoup. Milly, je me tourne vers vous. C'est donc votre première année à Mende. Vous avez fait un BTS en tourisme dans l'Hérault, d'où vous êtes originaire, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rallier Mende pour cette licence? Parce que je me suis dit que c'était en Lozère, donc c'était beaucoup plus familial et local que Perpignan, parce qu'à la base c'était rallié à Perpignan. Et du coup je me suis pas trompée, c'est effectivement une ville assez sympathique, assez familiale, chaleureuse. Donc c'est vrai que c'est plus petit que Perpignan, donc on s'y retrouve facilement. Et quelle est votre licence, rappelez-nous? Licence de tourisme d'affaires et festivalier et des territoires. Et donc l'université de Nîmes qui accueille à peu près 4 parcours de formation minimum. Alors il y a plusieurs parcours de formation. Il y a des formations donc autour du tourisme, des formations aussi autour du numérique. Voilà, ça va de la licence pro jusqu'au master. C'est une université qui a vocation aussi avec ce nouveau campus chapeauté par l'université de Nîmes à réfléchir aussi sur des formations qui pourraient être un plus pour le territoire et être en accord avec tout ce qu'on attend ici. Alors Thomas, c'est vers vous que je me tourne désormais. Vous êtes président de l'association des étudiants mandois depuis 2021. C'est ça. Donc 4 ans presque, 3 ans. Oui. Comment ça s'est passé ces 3 années à la tête de l'association? Écoutez, ça s'est bien passé. J'ai pu, durant ces 3 années, rencontrer beaucoup d'étudiants, rencontrer beaucoup de partenaires, les élus, etc. Donc non, ça s'est super bien passé. Je suis très content, nostalgique de terminer ce mandat. Mais voilà, les 3 années se sont bien passées. Et puis, dans quelques jours, on aura l'Assemblée Générale le 1er octobre. Et c'est l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois l'ensemble des personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement de l'association, les membres du bureau, les bénévoles, la municipalité, les élus, etc., tous les partenaires. Et puis, quoi de beau que de terminer un mandat après 3 années avec une belle journée étudiante comme ça, en voyant le beau sourire de tous les étudiants mandois, ça fait toujours plaisir. Alors, pour cet AG, est-ce que les étudiants qui veulent peut-être venir voter ou se présenter à votre place, on n'en sait rien, peut-être que Milly voudra devenir présidente, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors tout simplement, ils doivent, pour ceux qui souhaitent se présenter, ils doivent nous envoyer un message via les réseaux sociaux pour qu'on ait leur prénom, etc., pour pouvoir imprimer les bulletins de vote. Et après, il suffira qu'ils se rendent directement sur le lieu de l'Assemblée Générale. Alors on sait que c'est le 1er octobre, on n'a pas encore le lieu et l'heure n'est toujours pas fixée. On va voir avec les contraintes de chacune et de chacun. Mais ils n'ont pas plus à faire. Il n'y a pas forcément besoin, dans un premier temps, d'être membre de l'association pour pouvoir venir voir, voter, etc. C'est vraiment ouvert aux 1000 étudiants de la ville de Mende. Donc je les attends nombreux et j'espère qu'ils seront motivés et que certains seront prêts à prendre la responsabilité d'animer toute cette jeunesse étudiante sur Mende. Alors Milly, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente? Moi ça me tente très bien, mais après ma licence c'est vrai que c'est qu'1 an, donc je sais pas si je serai trop disponible. Merci. Thomas, je reviens vers vous. Quel bilan vous tirez des actions que vous avez pu mener, vous, en tant que président de l'association des élèves mandois, des étudiants mandois? Écoutez, je suis dans l'ensemble content de ce qui a été fait. Je m'étais fixé comme bilan en 2021 tout d'abord, comme objectif en 2021 tout d'abord, d'aller à la rencontre de tous ces étudiants. Ils sont répartis sur 9 établissements, donc ça fait quand même du monde. Ils sont 1 millier. Donc durant 3 ans, j'ai eu à cœur d'aller les rencontrer directement dans leur salle de cours grâce à leurs proviseurs, à leurs responsables de formation. Voilà, pour ouvrir cette association à l'échelle de la ville de Mende. Ensuite, on avait comme objectif de les animer,
C'est ce que l'on a fait au travers de certaines soirées, d'une exposition durant 2 années d'affilée sur la thématique du Nouvel An chinois, notamment pour rendre hommage entre guillemets à la communauté étudiante présente grâce au partenariat qu'il y avait eu avec l'université de Perpignan, voilà, qui est devenu UNIM. L'organisation du Grand Gala 2023 pour l'ensemble des étudiants du département de la Lozère, mais aussi d'autres combats pour faire remonter les doléances en fait, des étudiants, comme les problématiques sur la restauration, notamment sur le logement, qui est aujourd'hui une préoccupation importante, et dont j'ai fait en sorte, si possible, de faire remonter toutes ces informations-là et de tenter de trouver des solutions. Et la dernière en date qui m'avait été demandée, c'était de faire ouvrir le Cobra, la boîte de nuit mandoise, le jeudi soir. Et après avoir discuté avec Paulin, le patron de la boîte, on a réussi. Et donc pour la première fois un jeudi soir, donc ce soir, les étudiants mandois auront la possibilité de se rendre au Cobra pour prolonger cette journée des étudiants tout au long de la nuit. Après, bien évidemment, être venu faire un tour jusqu'à 23h pour le DJ qui est au Square Émile Joly. Alors le Cobra, c'est de manière exceptionnelle, hein, c'est pas tous les soirs, tous les jeudis soirs encore. Les étudiants, faut pas qu'ils s'affolent. C'est ça. Le Cobra, c'est une première ouverture ce soir, c'est un peu une phase test, c'est une première. Faut voir si les étudiants répondent à cet appel-là. Faut aussi pas qu'ils oublient que demain ils ont cours, qu'il y en a qui attaquent à 8h. Faut que je le dise, sinon leurs enseignants vont me haïr. Donc voilà, c'est important. Faut pas oublier aussi qu'il y a des enjeux avec la fin de l'année, les examens, etc. Donc oui, ce soir c'est exceptionnel. Peut-être qu'il y aura la possibilité plus tard. Faudra voir avec la discothèque directement qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. Ouais. Et alors pour s'y rendre en sécurité pour les étudiants, l'important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des navettes. Des navettes, c'est ça. Ce soir, il y a des navettes gratuites au départ du Foirail qui vous montent directement au Cobra et qui vous ramènent également. Et il y a également la possibilité d'envoyer un message sur la page Instagram du Cobra pour demander les horaires des navettes, etc. Et ces navettes-là, elles sont aussi le vendredi et le samedi. Donc surtout, prenez pas la voiture, faites bien attention à vous. Super. Milly, qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe pour les étudiants à Mende pendant votre année ici ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? En vrai, c'est vrai que ce serait bien si le Cobra ouvrait tous les jeudis soirs. Bon, après, on y resterait pas tard parce qu'effectivement, moi j'ai cours à 8h le lendemain. Mais oui, c'est vrai que ce serait sympa. Ça ferait un peu d'animation. Après, c'est vrai qu'il y a déjà quelques bars ouverts. Mais si on pouvait faire des soirées étudiantes tous ensemble, ce serait plus sympa. Et voilà. Et des animations culturelles durant l'année, de ce genre de oui, après, de ce serait regroupement. bien, pas des journées d'intégration du coup, mais des activités tous ensemble. Ce serait bien d'en faire quelques-unes dans l'année. Le message est passé, je crois. Thomas, je reviens vers vous pour une question un peu plus sérieuse. On parlait du logement qu'on a évoqué rapidement. Je sais que vous vous êtes battu notamment avec auprès de la Ligue de l'enseignement de la Lozère pour qu'ils proposent des chambres aux étudiants au chapitre depuis cette rentrée, depuis le 1er septembre 2024. Oui. Ça en est où ce programme ? Ça fonctionne ? Alors écoutez, actuellement, il y a entre 3 et 4 étudiants sur les 10 chambres disponibles qui ont déjà pris leur quartier dans ce grand bâtiment du chalet du chapitre. Voilà. Je sais qu'il y a encore des demandes d'étudiants qui galèrent, pardon pour le terme, mais qui galèrent, il faut le dire, à se loger. Sur Mende, c'est une vraie problématique. J'ai rencontré à midi des élus du Crous avec qui on a abordé cette problématique-là. Je pense que c'est un enjeu important, surtout qu'on a aujourd'hui des représentants politiques qui souhaitent faire venir des étudiants à Mende. On a la municipalité de la ville de Mende avec Myriam qui organise cette journée des étudiants pour eux, pour montrer que Mende est un territoire attractif, que la Lozère donne envie et qu'il faut venir étudier chez nous. Mais venir étudier si on ne peut pas se loger, c'est compliqué. Donc je pense que oui, c'est un vrai combat que j'ai mené pendant ces 3 années. Et je me suis engagé tout à l'heure devant eux à continuer à le mener, même avec un regard extérieur, et d'être toujours disponible pour eux, parce que c'est important. La mobilité, le logement, c'est toujours la même problématique pour les étudiants, quels qu'ils soient dans tous les cas. C'est ça. Et c'est justement le bilan qui en est ressorti. Durant ces 3 années à la présidence de l'association, je suis invité depuis maintenant 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à aller à la rencontre d'autres étudiants du département de la Lozère, à la Canourgue, à Saint-Chilly, etc. Et c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent. Donc je pense qu'il y a un réel travail à faire.
Et je lance un appel ce soir à tous nos représentants politiques du département de la Lozère. S'il vous plaît, mettez-vous autour de la table et essayez de travailler sur ce sujet-là. Parce que je pense qu'il y a véritablement un vrai travail à faire et que la Lozère, elle n'a rien à envier aux autres territoires étudiants et qu'on a justement tout à y gagner à faire venir de nombreux étudiants chez nous. On a de très bonnes formations. Comme on l'a dit, c'est quand même très familial, c'est pas des gros effectifs. Donc la qualité de vie étudiante en Lozère, elle est incroyable. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour avoir encore plus d'étudiants. C'est le rêve. Combien d'étudiants ce serait intéressant c'est compliqué. Il faut aussi arriver après, avec toutes les infrastructures qu'on a, de pouvoir accueillir tout le monde. Il y a aussi cet enjeu-là. Mais non, je pense, pour avoir discuté avec les représentants des formations, il y a encore de la place pour accueillir des étudiants. Donc, remplissons nos formations. Ça marche. Milly, sur ces problématiques de logement, de mobilité, vous avez quelque chose à dire? Moi, franchement, j'ai eu de la facilité à trouver mon logement, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis dans la classe qui recherchent encore aujourd'hui, après une semaine et demie de cours, des logements. Ils sont encore dans des hôtels ou dans des Airbnb, donc c'est vrai que ce serait mieux de trouver des logements. Bon, on leur souhaite de trouver assez rapidement. Myriam, je me retourne vers vous, parce qu'en parlant d'étudiants, vous êtes aussi tutrice, coordinatrice du Campus Connecté de Mende depuis 2021. Qu'est-ce que c'est ce campus ? Alors, c'est un dispositif qui permet d'accueillir des jeunes ou moins jeunes dans un lieu où ils suivent leur parcours de formation et leur parcours universitaire à distance, parce que eux, ils sont d'ici, de Mende ou de Lozère, et ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir partir dans les grands centres universitaires pour diverses raisons, qu'elles soient de contraintes financières, de santé ou autres. Et qui souhaitent réaliser des parcours universitaires qui n'existent pas ici. Et donc, il y a beaucoup d'universités qui se sont mis, on va dire, à proposer ces formations-là à distance. Ça fonctionne très bien. Nous sommes partis à 9 étudiants la première année et nous en sommes aujourd'hui à 23. Peut-être la semaine prochaine à 24, sachant que l'objectif était au bout de 5 ans d'arriver à 18 étudiants. Ça n'a pas vocation d'accueillir des centaines d'étudiants, mais de permettre à tous ces étudiants qui peuvent avoir des contraintes ponctuelles ou plus longues de pouvoir quand même réaliser les études qu'ils souhaitent, de rester sur leur territoire et pourquoi pas aussi derrière d'intégrer, on va dire, leur profession ici aussi à Mende ou en Lozère. Donc ce sont des étudiants qui vont suivre toute leur formation, la licence, un des BTS, des Ils ne sont pas obligés de faire tout leur cursus ici et au campus connecté. Des fois, ce n'est qu'un tremplin pour leur permettre d'être rassurés si, on va dire, il y a une contrainte à un moment donné dans leur vie qui ne s'attendaient pas, à la place d'être complètement coupés et de ne pas pouvoir suivre ou poursuivre leurs études, ils peuvent venir au campus connecté pour pallier à cette difficulté ponctuelle et après pouvoir repartir s'ils le souhaitent, étudier, on va dire, dans un centre universitaire en dehors de la Lozère. Donc ça peut être du début de l'année scolaire ou pendant 2-3 mois pendant l'année. Tout peut être possible. Voilà, tout peut être possible. Il suffit que la formation qui suivent soit proposée également à distance et à ce moment-là, on peut les accueillir sans souci. Et alors, quel type de formations sont ouverts aujourd'hui à distance ? Alors, on accueille des jeunes qui préparent des BTS, des licences, des masters, des diplômes universitaires. On a aussi des DAU qui est un équivalent du bac qui leur permet d'accéder à ce niveau de formation qui derrière vont leur permettre de pouvoir reprendre des études ou de pouvoir passer des concours. La préparation de concours aussi est possible. Et il y a une multitude de possibilités dans des domaines très très différents. Et alors on parle d'étudiants, donc on pense jeunes, mais ça peut être aussi pour des gens qui veulent reprendre leurs études. Tout à fait. Plus tard, voilà. Depuis 2021, nous accueillons au Campus Connecté des personnes qui ont entre 18 et une cinquantaine d'années. Voilà, il y a tout profil. C'est quand même, on va dire, des promotions plutôt jeunes, mais il y a certaines personnes qui ont 40, 50 ans, qui se relancent dans des études ou qui veulent changer, on va dire, de profession et qui se forment sur d'autres domaines pour pouvoir rebondir. Donc vous accueillez tout le monde, peu importe.
peu importe. À partir du marche. moment où la formation est à distance, il y a un campus connecté à Mende, il y a un campus connecté dans le sud de Lozère à Florac. Voilà, on les accueille avec grand plaisir. On essaie de leur trouver des solutions pour pouvoir se former, s'instruire et faire en sorte qu'ils soient épanouis. Le coût des formations? Le coût des formations, nous, le service, Ça reste tout ce qu'on propose est totalement gratuit. D'accord. La mise à disposition des locaux, le matériel, l'accompagnement qui est celui des tutrices, c'est un service public, donc c'est un service gratuit. Le coût des formations est celui que va demander l'école ou l'université dans lesquelles ils sont inscrits. Et donc ils viennent se renseigner auprès de vous s'ils veulent venir s'inscrire, Tout à fait. ou auprès de l'université qu'ils visent. Voilà, directement. d'abord il y a une inscription à l'université et puis après on peut les accompagner aussi pour trouver les universités qui proposent les parcours de formation à distance. Donc voilà, ils peuvent nous joindre sans difficulté via les réseaux sociaux où on tape tout simplement Campus Connecté à Mende ou à Florac et on trouvera très facilement nos coordonnées pour nous joindre. C'est parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie à tous les trois, Milly, Thomas, Myriam, d'avoir participé à notre émission de ce jeudi 12 septembre. Milly, je vous laisse le mot de la fin en tant Merci qu'étudiante. à vous et bonne fin de soirée et bonne année à tous les étudiants. Merci. Thomas, quelque chose à ajouter? Écoutez, une bonne année étudiante à tout ce beau monde. Voilà, et qu'ils se motivent. Je les attends nombreux le 1er octobre pour prendre la suite. Et surtout, n'oubliez pas, ce soir, on ne prend pas la voiture si on a bu. Voilà, et puis nous on les attend jusqu'à 23h au Square Émile Joly. Nous avons un DJ qui anime, une buvette aussi qui est proposée. Il fait pas très chaud, mais je crois que pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait il pleuvait. des seaux d'eau. Ici, il n'y en a pas. On prend un bon pull, une veste, on vient danser, s'amuser. On Et aura puis chaud. après, on peut prendre des navettes gratuites mises à disposition s'ils veulent poursuivre la soirée voilà, sur le Cobra. C'est parfait, les messages Merci. sont passés. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au Foirail de Mende pour parler de la rentrée étudiante. Il me reste à souhaiter, moi aussi, à tous les étudiants une excellente rentrée et une excellente année à Mende. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que pour joindre la rédaction, vous pouvez le faire grâce à l'adresse email qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le 26 septembre ailleurs en Lozère.